Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve pour ce CQFR du lundi. On va essayer de débriefer non seulement les 11 matchs qui ont eu lieu la nuit dernière, mais aussi peut-être quelques infos ou quelque chose, quelques actions ou faits qui nous ont marqués pendant le week-end. Shai, déjà peut-être commencer par les matchs de la nuit. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux aborder en premier? Il s'est passé pas mal de choses, pas mal de paniers, décisifs un peu en dernière minute, on y reviendra après, mais bon, la blessure, de Chet Holmgren, c'est quand même un des faits marquants de la nuit, je trouve. Sinon, peut-être qu'un des premiers matchs de la nuit, de la soirée, vu que je l'ai regardé, celui entre Boston et Milwaukee, je pense que c'était intéressant dans la hiérarchie un peu de la conférence Est, de voir ce qu'était vraiment capable de faire Milwaukee. Parce qu'on en parlait un peu pendant le match, les Bucks ont été bons, pendant vraiment longtemps dans le match et on a vu ce dont ils étaient capables, mais au final, il y a quand même eu une issue favorable pour les Celtics qui ont joué comme des champions et en tout cas, voilà, c'est le match qui me vient en premier à l'esprit parce que c'est celui que j'ai vu en direct, de bout en bout, quoi. Ouais, j'ai regardé aussi. Boston qui a battu Milwaukee 113-107, Ouais. 43 points et 13 rebonds et 5 passes de Giannis Antetokounmpo en 39 minutes. Il était intenable. Malheureusement, il était un peu seul face aux Celtics. Les Celtics qui ont été menés 16-2 au bout de 2 minutes. Il y Mmh. avait encore 9 ou 11 points d'écart en faveur de Milwaukee à la mi-temps, mais on sentait que déjà que Boston était en train de revenir. Et dans le troisième quart-temps, les Celtics sont accélérés, ont repris le contrôle. 31 points de Tatum avec 23 en seconde période justement, et en première mi-temps c'était Pritchard qui avait été excellent, il a fini avec Excellent. 18 points, il en a mis 17 en première mi-temps. Ouais. Voilà, 14 points de Jalen Brown, 15 points de Derrick White, 15 points de Jrue Holiday, et nouvelle victoire des Celtics, la 9e, nouvelle défaite des Bucks, mais les Bucks ont effectivement mieux joué. Même Yanis après le match avait tendance à vouloir être positif, à dire on est quand même en train d'aller dans la bonne direction. C'est un match où Lillard est passé à côté, notamment 1 sur 8 à 3 points. Et Mmh. malgré ça, voilà, les Bucks ont eu clairement leur shot contre les Celtics. Mais ça fait une nouvelle défaite à l'arrivée quand même. Ouais. Pour te citer, pour citer la conversation, sur laquelle on évoquait le match, tu disais quand même pendant le match, en tout cas quand Milwaukee était encore bien devant, tu disais que ce serait presque, ce serait un je sais pas, c'était pas un crime, je sais plus quelle est l'expression que tu as Ouais, j'avais utilisée, dit un mais crime, c'était voilà, criminel. c'était criminel que si Doc Rivers n'arrivait pas à faire quelque chose de cette équipe, notamment contre Boston, parce qu'il y a personne à Boston qui peut vraiment freiner Giannis, on l'a vu sur ce match-là. Ça peut faire partie des fameuses défaites encourageantes que plein de coachs détestent ce terme, une défaite encourageante, mais au moins, on a vu beaucoup plus de choses que sur certains revers qu'ils ont subis, depuis le début de la saison. Malgré tout, moi, je retiens quand même que Boston, quand il a fallu être sérieux, quand, il a fallu Mmh. revenir dans le match après l'énorme éclat du début, ils trouvent toujours des solutions. Tu parlais de Pritchard, il est vraiment excellent cette saison. Il a gagné encore en confiance et quand ils étaient menés très, très largement, c'est lui qui les ramène dans le match, hein, honnêtement, Clairement. qui les remet sous les 10 points petit à petit et puis après Tatum en patron en 2e mi-temps. Mais allez, on va retenir que c'est moins alarmant, enfin, en tout cas, que c'est encourageant pour les Bucks d'avoir pu être, à ce niveau-là pendant aussi longtemps contre une équipe aussi forte. Voilà, on va dire ça. Milwaukee à part contre New York où ils ont pris une sauce, Milwaukee a plutôt bien joué dans les 2 matchs contre les 3 matchs contre les grosses équipes, les 2 contre Cleveland et celui-là contre Boston. Après, quand les Celtics défendent fort, je disais il y a personne qui arrête Yanis, mais par contre, le problème c'est qu'il y a que Yanis qui crée du jeu en fait balle en main. Mmh. Du côté des Bucks, il y a pas un mec qui se détache. Lillard, comme j'ai dit, était dans un mauvais soir et souvent Lillard, il faut qu'il ait une très grosse adresse de loin, même s'il a réussi à aller au panier aussi, tu vois, sans forcément mettre les paniers derrière, mais qui crée du décalage et un peu que Yanis. De toute façon, cette équipe des Bucks, voilà, on le répète plusieurs fois, elle est imparfaite. Il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas. Il ne faut pas oublier qu'il manque Middleton, mais je continue vraiment de penser qu'il y a quand même la matière pour faire quelque chose de solide. Et notamment dans le cadre de cet affrontement. Après, voilà, je pense que sur une série au meilleur des 7 matchs, faut rester réaliste. Les Celtics sont plus forts. On est quand même sur une catégorie d'écart. Mais dans tous les contenders de l'Est, si on est purement sur le potentiel, je sais que c'est erroné d'être purement sur le potentiel parce que c'est pas la vérité du terrain, mais purement sur le potentiel, au complet, les Bucks sont ceux qui, pour moi, je le répète, ont les armes pour gêner le plus Boston. Plus pour moi que New York, Philadelphie. Par Mmh. contre, la réalité potentielle et la réalité du terrain, c'est 2 choses différentes. Et aujourd'hui, les Bucks, en 10 matchs, ils sont à 8 défaites. Il y a un manque de playmaker, il y a un manque de qualité athlétique. Là, Green fait un match intéressant. Le shooter en sortie de banc, il met 12 points, il met 4 paniers à 3 points. Portis, il met ses points, mais voilà, il y a des choses qui ne fonctionnent pas très bien. Torian Prince, il commence très fort, il met ses 3 premiers à 3 points, paniers à 3 points, et après on ne le voit plus du tout. Mmh. Et puis dès que ça défend fort,
Il n'y a que Yanis qui arrive à créer du danger. Et il n'y a pas beaucoup de créativité dans le jeu des Bucks, quoi. C'est pour ça que j'en revenais à Doc Rivers dans le message, mais il y a des moments, c'est quand même vraiment pas très joli à regarder, quoi. Ouais, bon, de toute façon, avant de se projeter sur d'éventuelles confrontations avec les Celtics plus tard, les Bucks vont devoir gagner des matchs, quel que soit l'adversaire. C'est pour remonter, même si on est encore tôt dans la saison. S'ils veulent pas arracher une qualification pour le play-in, il faut falloir commencer à gagner des matchs, quoi. Donc c'est le plus important. Mais moi, j'ai été tellement déçu par ce qu'ils ont fait depuis le début de la saison que j'ai été un tout petit peu rassuré par ce que j'ai vu. Je me dis, effectivement, c'est vraiment possible et ça va avec ce que tu as dit. Il y a vraiment de la matière. Yes, allez, il y avait plein d'autres chocs la nuit dernière, notamment à l'Ouest. Il y avait 2 chocs à l'Ouest, mais j'aimerais commencer par celui entre Denver et Dallas. Victoire des Nuggets 122-120. Je continue. Je vais même faire une bold prédiction. De toute façon, c'était déjà dans mes pronostics. Je pense que Denver n'est évidemment pas la meilleure équipe à l'Ouest, mais aura la meilleure équipe en playoff à l'Ouest. Voilà, je vais le tourner comme ça. Quand Aaron Gordon était blessé, j'ai dit, tu vois, Watson, Strother, j'ai été critique personnellement. Pour moi, ils ne sont pas prêts. Par contre, si tu les mets pendant plusieurs semaines, vraiment avec des responsabilités, pas juste tu sors du banc, tu as un rôle limité, mais vraiment, tu es dans un moule, tu vas les faire progresser vite. Et c'est exactement pour moi ce qui est en train de se passer. Donc j'en viens à cette victoire des Nuggets contre les Mavericks 122-120. Ce qui est intéressant, c'est que Denver a gagné 7 de ses 8 derniers matchs. Il y a tout le monde qui commence à prendre son rythme. Michael Porter Jr., 17 points et il met le game winner. Il a été à droit, il drive, il commence à driver Michael Porter Jr. On le voit un peu plus driver et en plus il met ses shoots et en plus il essaye de se donner en défense. Jamal Murray, il est sur... Là, il a fait 7 sur 17 mais 18 points 6 passes et il avait été très bon dans le match d'avant. Nikola Jokic, 37 points, 18 rebonds, 15 passes. Voilà, le meilleur joueur du monde. Je ne sais même plus quoi dire avec Jokic, en fait, de toute façon. Peyton Watson, 16 points, 4 sur 4 à 3 points. Ce ne sera pas toujours comme ça, mais c'est intéressant. Et il y a eu 12 points aussi de Strother en sortie de banc, avec 2 paniers à 3 points. Bref, victoire des Nuggets, victoire serrée avec le game winner de Porter Jr., mais une période qui commence à être très intéressante du côté de Denver. Ça fait 5 victoires de suite, Denver qui remonte bien après un démarrage difficile. Jokic, en plus de ce qu'il a fait, alors je crois que c'est son 4e triple-double de suite. Bon, au-delà des stats, il est génial parce qu'il n'est pas obligé. On sait que c'est pas forcément lui qui va prendre le dernier shoot. Il arrive à avoir une influence sur le jeu gigantesque sans que ce soit lui qui détermine totalement la victoire à la fin. Mais ce que j'ai aimé, et du coup, là, c'est pas toujours le cas. Les caméras sont pas toujours braquées sur le banc des Nuggets, mais sur le 4e quart-temps, au début du 4e, et même plusieurs fois au cours du quart-temps quand il y a eu des temps morts, je l'ai vu hyper animé, en train de parler à tout le monde, de clairement expliquer des choses et tout. Et c'est une des rares fois où je l'ai vu aussi véhément, mais dans le bon sens du terme. Je l'ai déjà vu s'agacer un peu. Je le trouve très très leader là dans cette période qui a été un peu compliquée et maintenant ça va beaucoup mieux. Il est fantastique, quoi. C'est là les statistiques là. Je crois que tu l'as dit, mais 37 points, 18 rebonds, 15 passes, 3 interceptions, 13 sur 21. Il fait 3 sur 3 à 3 points. Il est phénoménal. Il est encore reparti sur une campagne qui devrait le mener pas trop loin du MVP si ça continue comme ça. Et après, quand tu commences à accumuler les MVP comme il le fait, il y en aura toujours pour dire qu'il en a peut-être gagné un ou deux de trop, hein, j'en sais rien, mais il va quand même commencer à rentrer dans une catégorie de joueurs dans l'histoire qui est quand même très très solide et très sérieuse. Mais là aussi, je suis rassuré par les Nuggets. On en avait parlé juste à mon retour de vacances. Je les avais trouvés très poussifs sur les matchs que j'avais pu voir. Et effectivement, ils se mettent en rythme. Et l'apport des jeunes, ceux dans lesquels je croyais un peu trop tôt l'an dernier, et que tu avais raison d'être un peu prudent avec eux. Là, la situation est très bien parce qu'ils sont obligés d'avoir un temps de jeu conséquent et de répéter, d'avoir de la répétition de minutes. Donc c'est une bonne période pour Denver. C'est ça, je me dis que là, Watson, Strother, en fait, ça va sortir grandi, tu vois. Ça va sortir grandi de ces quelques semaines. Et non, c'est... Après, bon, il faut un énorme Jokic, hein, mais il a retrouvé son tir à 3 points. Tu l'as dit, 3 sur 3. Il est sur un bon trend à 3 points là, depuis le début de la saison. Il y a un truc à Denver. Il y a des lacunes. Il y a un banc qui parfois peut être limite. Il y a un peu de jeunesse. C'est pas la meilleure défense de la ligue et il va falloir que Murray et Porter Jr. soient très bons, mais à mon avis, eux, une fois arrivés en playoff, il y aura une espèce de cadre de playoff et chaque série aura le meilleur joueur. J'allais dire, je regardais le temps de jeu, 40 minutes pour Peyton Watson, donc 40 minutes de jeu. Strother 23 et Watson que j'avais là aussi, je l'avais trouvé plusieurs fois assez bon cette saison, 4 sur 4 à 3 points, de la bonne défense, un contre important aussi. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Yes, et Christian Brown, pour le coup, là, je m'étais bien trouvé. Lui, il est vraiment prêt à être titulaire. Je vais même te dire, tu vois ce que Kentavious Caldwell-Pope a fait à Orlando, ce qu'au passage,
Je me dis que bon, c'est pas si mal. C'est Et, pas si mal pour les Nuggets. et petit mot peut-être sur le match de Kyrie Irving, j'ai trouvé incroyable. Il était totalement injouable. J'ai l'impression qu'il ratait rien. Il a même pas eu besoin d'aller sur la ligne vraiment souvent. Il finit 43 points à 17 sur 22, 5 passes. Plus à droite Luka qui a été un petit peu en dedans sur l'adresse offensive, mais j'ai trouvé Kyrie hyper impressionnant. Ouais, non, mais 17 sur 22, tu l'as dit, 43 points. Il a mis 10 points de suite à un moment. En fait, il compense le fait que Luka est pas dans ses baskets et que Klay Ouais, Thompson n'a pas été très adroit non plus. ouais. 24 points, 9 rebonds, 9 passes de Luka Doncic, mais il était incertain. Il était touché aux ischios, si je dis pas de bêtises, Doncic. Il y a beaucoup de blessés du côté de Dallas. Il manque Exum, il manque Lively, il manque Washington. Là, Doncic était incertain. Ça se voit presque pas parce que la rotation des Mavs est profonde et du coup, tu as d'autres bons joueurs qui jouent, mais il manque quand même du monde du côté de Dallas. Dallas qui fait un début de saison en demi-teinte, 5 victoires, 5 défaites, bilan neutre, avec un Doncic pas vraiment en forme, mais pour l'instant, Kyrie essaie de tenir le coup. C'est vrai qu'il a été énorme, Kyrie. Voilà, le moment où Doncic commencera à reprendre le rythme, c'est là où ça va être vraiment intéressant, je pense, du côté des Mavericks. Ouais. Il y avait un autre choc, c'était donc Golden State contre OKC. Victoire des Warriors sur le parquet du Thunder. C'est seulement la deuxième défaite cette saison pour OKC. 127-116. Golden State qui confirme que c'est vraiment une très bonne équipe, en tout cas sur ce début de saison. 36 points de Stephen Curry, 19 points pour DeAnthony Melton, 20 points pour Jonathan Kuminga, 18 points pour Andrew Wiggins. Belle victoire. Et par contre, du côté d'OKC, tu as commencé à en parler. La mauvaise nouvelle, c'est évidemment la blessure de Chet Holmgren, blessure sérieuse. Il s'est blessé dès le début du match, fracture du pelvis. Ouais, alors, en Il anglais, s'est ils ont blessé à la dit, hanche, quoi. ils ont dit iliac, Ouais, il s'est blessé à la hanche. iliac fracture, et c'est au niveau, c'est bassin hanche un peu, c'est une zone Ouais. un peu spécifique. 2 mois minimum à peu près. Ah ouais, 2 mois minimum avant qu'il réévalue le truc, donc il va pas jouer tout de suite. C'est vraiment un très très gros coup dur, je trouve, parce qu'il y avait déjà quelques manques en termes de personnel au niveau du secteur intérieur avec Hartenstein qui est blessé. C'est pas du tout une bonne nouvelle. Bon, le match en lui-même, ils ont été dominés assez nettement, hein. Les Warriors, je crois qu'ils ont eu 30 points d'avance à un moment. Ils ont vraiment dominé leur sujet jusqu'à ce que OKC revienne en fin de match. Mais ouais, la blessure d'Holmgren, elle est vraiment pas. Voilà, c'est important malheureusement. Ouais, sachant qu'Hartenstein est aussi blessé. Alors Hartenstein reviendra peut-être justement, ça maintiendra un équilibre et puis ça va permettre à Ousmane Dieng. On a vu que il manque aussi encore Jalen Williams, d'ailleurs l'autre pivot, Ouais. qui est aussi plus là, qui est aussi pas lancement pour OKC. Mais on a vu que le Thunder aimait bien jouer avec un 5 small ball où Ousmane Dieng se retrouvait carrément pivot, alors faux pivot. Ça va lui permettre d'avoir des minutes. Chez Gilgeous Alexander a été bien limité, 24 points, 6 sur 17. Il n'a pas eu son rendement habituel. C'est presque Jalen Williams qui a été le plus efficace. Voilà, le Thunder est quand même à 80% de victoire sur 80% de victoire sur ce début de saison. Même bilan pour les Warriors d'ailleurs. Ouais, des meilleures équipes de l'Ouest depuis le début, mais les Warriors, tu vois, malgré la blessure de Curry à un moment tout début de saison, malgré les adversaires un peu compliqués qu'ils ont pu affronter, ils sont là. Donc, parce que ça joue très bien en fait à Golden State. Ouais, c'est ça. Là, le banc je trouve le banc vraiment performant. La Kuminga qui sort du banc, on pouvait se demander si ça allait pas poser quelques soucis au niveau de l'ego. Là, sur ce match-là, il a bien pris la mesure du truc. Il est Kyle meilleur en Anderson, sortie de Buddy banc. Hield, ouais. Oui, Il est meilleur. En fait, en tout cas, depuis le début de la saison, il est meilleur quand il sort du banc, Kuminga. Ouais. Et un petit mot, je trouve, à chaque fois que j'ai regardé les Warriors cette saison, j'ai trouvé que Melton était vraiment fiable, stable. Il fait les efforts, il prend des rebonds. Il met des paniers quand il faut les mettre. Là, il met 5 paniers à 3 points cette nuit. C'est lui aussi une bonne recrue, un peu sous-cotée, c'est pas celle dont on a le plus parlé pendant l'été, mais je le trouve vraiment intéressant. Yes. Allez, je te propose qu'on enchaîne avec une des grosses perfs de la nuit, c'est celle du backcourt Haliburton-Mathurin, les deux arrières des Pacers. Les Pacers d'ailleurs qui sont vraiment en train de retrouver du flow. 38 points de Bénédicte Mathurin à 13 sur 19. C'est sa meilleure perf en carrière. Lui, il avait été stoppé par une blessure l'an dernier, mais c'est vrai que sa saison rookie avait été très prometteuse. Il y a un vrai potentiel de scoreur. Il l'a montré notamment cette nuit. Haliburton, 35 points, 14 passes, son meilleur match cette saison. Et victoire des Pacers contre les Knicks, 132-121. Ouais, les Pacers se sont régalés. C'est le style dans lequel on les avait aimés l'année dernière, très offensif, jeu très ouvert.
Et les Knicks peuvent pas se permettre, alors qu'ils sont censés être une équipe un peu solide défensive, de prendre 132 points, même si c'est contre Indiana. Et les Knicks n'ont pas été fantastiques sur ce match-là, malgré les 33 points, je crois, de Jalen Brunson, 4 mais 30 points aussi. Mais bon, le reste autour était pas... Bon, la rotation est compliquée pour les Knicks, hein, avec les blessures. À part McBride, les autres jouent peu ou pas. Donc là, contre une équipe aussi en forme qu'Indiana, qui joue vite et met du rythme. Et puis sur un soir où Haliburton est aussi en forme offensivement, ce qui n'a pas été le cas forcément tout le temps depuis le début de la saison, là, 35 points, 14 passes, il est quand même très compliqué à jouer quand il est comme ça. Et l'apport de Mathurin aussi, évidemment, dont tu parlais, qui est très très positif pour les Pacers. On l'a déjà fait, mais on va le refaire. 43 minutes Josh Hart, 42 minutes Michael Bridges, 41 minutes Jalen Brunson, 39 minutes Karl Anthony Towns, 36 minutes OG Anunoby. Je te le refais maintenant sur la saison. Depuis le début de la saison, Bridges, il joue 38 minutes par match, Anunoby 36, Josh Hart 37, Karl Anthony Towns, qui des fois a des problèmes de faute, est quand même à 33 minutes, et Brunson 34. Et je vais redire une autre stat qui me tient à cœur, pour laquelle les fans des Knicks ont parfois été un peu virulents. New York a l'une des 10 plus mauvaises défenses de la Ligue. C'est la 9e plus mauvaise défense de la NBA, sachant que les autres équipes derrière, ce n'est pas forcément des équipes qui visent même pas les playoffs. Donc voilà, c'est à un moment, les Knicks se font ouvrir en défense. Il n'y a pas de surprise. Je veux dire, Ce qui est compliqué pour le temps de jeu, c'est que là, c'est vrai que quand tu regardes le banc, enfin les joueurs à disposition de Thibodeau, donc après c'est au niveau de la construction de l'équipe, hein, en plus des blessures, mais les joueurs qui peut faire jouer, donc bon, il a fait jouer McBride, qui est un membre de la rotation, ça c'est cool. Jericho Sims, il joue 9 minutes. Tyler Colleck, c'est un rookie, 2 minutes, et les autres, Matt Ryan, c'est un shooter spécifique qui vient juste d'arriver. Jacoby Toppin, bon, est-ce que c'est vraiment un joueur de ce niveau-là capable de jouer là? Hook Portis, c'est une petite surprise, mais est-ce que c'est là aussi un joueur NBA? Comme Dadier, c'est un rookie que j'ai trouvé intéressant dans les matchs de préparation et même un peu au début de saison, mais il a pas confiance dans ses remplaçants, en fait, tout simplement. Du coup, il fait comme il a toujours fait, c'est-à-dire il allume les autres au niveau du temps de jeu en espérant que ça passe, mais on est tout au début de saison, donc il n'y a pas que les blessures, malheureusement, qui expliquent les difficultés d'Enix. Ouais, non, c'est vrai. Allez, on peut passer un peu plus en accéléré sur les autres matchs. Houston a battu Detroit 101-99. C'était un match serré. Et c'est aussi disputé tôt, donc j'ai vu un petit peu le début. Kate Cunningham, 28 points, 8 rebonds, 9 passes. Lui a joué plutôt juste, mais autour, les Pistons, c'était pas forcément optimal. 27 points d'Alperen Sengun, qui était inarrêtable par moment. Et les Pistons, mine de rien, ont raté pas mal d'occasions parce que sur la fin, ils ont plusieurs moments où ils peuvent égaliser pour arracher une prolongation, mais non. Ouais. C'est raté. Gros dunk de Jalen Green sur Kate Cunningham aussi, un bon pétard. On sentait que ça venait du cœur. Oui, extrêmement athlétique, Jalen Green. Théo nous disait ça il n'y a pas longtemps, et c'est vrai que c'est quand même un sacré animal, Jalen Green. Pas fait son meilleur match, mais Alperen Sengun était au contrôle. Orlando a battu Washington 121-94, deuxième victoire de suite pour le Magic sans Paolo Banchero. Il y a eu quand même un bon match de Bilal Coulibaly, 20 points, 6 rebonds, 6 passes, avec 3 contre, 9 sur 11 au tir. Voilà, il a retrouvé de l'efficacité offensive. 11 points, 4 passes, 2 contre pour Alex Sarr, qui a encore manqué d'adresse pour le coup, 3 sur 10, mais bon, il arrive à se montrer. Très bon Bilal dans la défaite, même si Orlando a vraiment maîtrisé de A à Z, ce dont je suis content, parce que j'étais très inquiet après la blessure de Banchero. Ils ont mis 2-3 matchs vraiment à trouver des solutions. Là, c'est une équipe faible en face, mais quand même, je trouvais qu'Orlando le collectif a bien tourné, et Bilal, dans la lignée de son début de saison, candidat clair au MIP, il a vraiment pris confiance dans le jeu offensif. Maintenant, il se dit, bon, autour de moi, finalement, j'ai pas à respecter, entre guillemets, une quelconque hiérarchie. Je peux prendre mes tirs, je peux prendre mes... Il peut être le meilleur joueur de cette équipe. Il peut être le meilleur joueur. Hein. Il y a je pense un très beau dunk en pénétration qu'il met en début de match. C'est ce genre d'action où il doit exceller. S'il prend confiance, les 20 points, il peut les mettre à chaque fois. On peut passer en parlant des Français, la victoire des Sixers contre les Hornets, seulement la deuxième victoire cette saison des Sixers après prolongation. Encore en prolongation, c'est les deux victoires, c'est prolongation. Et ils peuvent remercier, alors Paul George n'a pas joué la prolongation, il finit avec 15,9 passes, mais ils peuvent remercier Gershon Yabusele, 20 points, 8 rebonds, et Jared McCain, le rookie, qui a mis 27 points. Du côté des Hornets, Lamelo, il a mis 38 points. Il a mis le panier pour arracher la prolongation, c'est un 3 points complètement dingue. Il a pris 30 tirs alors qu'il fait 8 passes. C'est ça en fait, il a tout le temps la balle, et il a pris 18 tirs à 3 points. Juste des stats des Français, après je laisse la parole. Tidjane Salin, qui est titulaire en ce moment, seulement 2 points mais 9 rebonds, et Moussa Diabaté, 4 points, 11 rebonds.
Ouais, ouais, la mélo, tout passe par la mélo. C'est pas forcément le meilleur, la meilleure chose pour les Hornets, hein, mais il faut reconnaître qu'il a été, très, très prolifique et clutch. Je retiens vraiment le bon match de Gershon Yabusele parce que les titulaires ont eu du mal et c'est quand lui et McCain ont vraiment eu les ballons pour faire la différence que ça a tourné en faveur des Sixers. Gershon, il fait son record perso, 20 points, 8 rebonds, à 8 sur 13 et j'ai hâte de le voir. Alors quand Joel Embiid va revenir, parce que là il joue plutôt au poste 5, j'ai envie de le voir à son poste naturel avec un peu plus d'espace aussi pour marquer parce qu'il y aura de la tension sur Embiid. Je pense qu'on n'a pas encore tout vu de Yabusele et j'espère que Nick Nurse continuera de l'utiliser, de lui faire confiance comme ça très régulièrement parce que là, sur ce match-là, il est vraiment décisif avec Jared McCain qui fait son meilleur match depuis son arrivée dans la ligue. Bon, voilà, en face, les Hornets, c'était un peu décousu. Ça a été caractérisé par ce match assez curieux de la Melo Ball. Miami a battu Minnesota 95-94 sans Jimmy Butler qui est actuellement blessé à la cheville, si je dis pas de bêtises. 26 points de Tyler Hero, 15 points de Nikola Jovic qui a mis le game winner. Rudy Gobert n'était pas sur le terrain, je crois. Pas à ce moment-là, non. C'est assez étrange parce que du coup, il drive vers le Serkovic. Du côté des Timberwolves, Vantel tire à 3 points d'Anthony Edwards. Il a fait 4 sur 14, 8 sur 24 au tir pour Edwards qui finit avec 22 points. Voilà. Bon, victoire de Miami, victoire intéressante à l'extérieur de Miami. Ouais. Pardon, un petit bug mental. Sacramento a battu Phoenix, c'est seulement la deuxième défaite des Suns. Il y a 3 équipes à 8-2 en tête de la conférence Ouest. Il n'y avait pas Kevin Durant, parce qu'on peut le mentionner, mais Kevin Durant qui est absent 2 semaines, au moins 2 semaines. Coup dur pour les Suns, coup dur pour Durant qui était en forme, en mode MVP. Depuis le début de la saison et qui là se retrouve sur la touche. Victoire de Sacramento, 34 points de DeMar DeRozan, 20 points, 12 passes de Domantas Sabonis. DeRozan qui met les 8 premiers points, qui met les 8 premiers points des Kings en prolongation, il a été décisif. 34 points en tout. On peut souligner Keegan Murray, celui qui a arraché la prolongation à 4 ou 5 secondes de la fin. Donc voilà, les Suns étaient dans le match même sans KD, et ils étaient sur 7 victoires consécutives. Donc il y a pas, c'est une défaite qui est pas problématique. L'absence de KD n'est pas si longue, donc avec la confiance qu'ils ont acquise depuis le début de la saison, je pense qu'ils seront capables de surmonter son absence pendant un temps, si elle dure pas trop, évidemment. En plus, ils ont quand même 2 autres stars, Booker et Bill, donc à un moment, il va falloir qu'elles aussi se prennent les responsabilités. Memphis a écrasé Portland 134-89. Les Grizzlies font un bon début de saison d'ailleurs, ils sont bien classés, 7 victoires après 11 matchs sans Ja Morant qui lui aussi est blessé, touché à la hanche, pareil, ça peut être potentiellement plusieurs semaines d'absence, mais il y a Scottie Pippen Jr. qui continue de faire le taf. Alors là, il y a plusieurs joueurs, il y a 7 joueurs qui ont marqué 10 points au plus. 17 pour Scottie Pippen Jr., 20 points pour Jaren Jackson Jr., 16 points pour Santi Aldama, 12 points pour Jeff, 18 points de Jack Laravia. Bref, il y a plusieurs scoreurs différents. Ils se sont baladés, 12 points pour Rookie Zakede. Ils se sont baladés contre les Blazers. Ouais, totalement. Les Blazers perdent de 35 points à domicile. Même plus que ça. Attends, je te dis qu'on va 35 points. Beaucoup plus que ça. C'est 134-89. Donc, gigantesque écart alors qu'ils sont à domicile et qu'en face, il n'y a pas le meilleur joueur. Billups a dit que les mecs devraient avoir honte, que s'il y en a un qui arrivait à dormir en rentrant, c'est que c'était pas normal. Enfin voilà. Après un début plutôt intéressant, les Blazers sont rentrés dans le rang et sont repassés en mode full tanking, surtout en mode moins de choses intéressantes à ressortir de leur match, je trouve, alors que c'était pas le cas au tout début de la saison. J'ai vu que Shaedon Sharpe avait réintégré le 5, Deni Avdija maintenant sortait du banc, ce qui ne me plaît pas forcément, mais ses performances n'ont pas été fantastiques depuis qu'il est à Portland. Voilà pour Memphis. Je reparle encore du rookie Jalen Wells parce qu'il soit dans le 5. Je trouve qu'il est très très mature, très très efficace et il va être il sera dans les rookie teams à la fin de la saison. Je vois pas d'autres scénarios pour lui, alors que c'était pas un des joueurs les plus attendus de la QV.
Yes, et les Lakers ont battu les Raptors 123-103. LeBron James est devenu le plus vieux joueur de l'histoire à enchaîner deux triples doubles de suite, 19 points, 10 rebonds, 16 passes, 22 points d'Anthony Davis qui malheureusement s'est blessé, mais bon, c'est petite blessure, hein. Il s'est juste pris un coup, normalement ça devrait aller. L'œil a gonflé, mais il a quand même pas de bol, hein. Déjà, il serre un peu les dents, il a un truc au pied, il serre les dents, il se prend un pain dans l'œil, il est obligé de sortir, il peut pas revenir. Enfin, c'est un peu l'histoire de la vie d'Anthony Davis, en tout cas avec les Lakers, mais il a eu le temps. Bon, il a eu le temps de mettre 22 points, il va revenir rapidement, donc ça va. C'est pas problématique pour les Lakers. Yes, ce week-end, peut-être parmi les performances marquantes, Cleveland, qui encore une fois a enchaîné les victoires. Cleveland qui a 11-0 maintenant. Il n'y a rien qui arrête les Cavs. Ils marchent sur l'eau, je veux dire. On a battu Brooklyn dernier match. C'est que la 12e équipe dans l'histoire qui démarre sur un 11-0, donc sur la longue histoire de la NBA, c'est quand même pas anodin. Et pourtant là, ils ont été mis en difficulté par les Nets, hein. Ils étaient menés de 14 points, je crois, en fin de troisième quart-temps, et puis ils sont revenus, ils sont mobilisés. Je trouve que Evan Mobley, au-delà des stats qui sont bonnes, 23 points, 16 rebonds, il déterminant en défense, il prend ses responsabilités en attaque quand il faut. Ils n'ont pas besoin, contrairement dans un passé récent, à des cartons gigantesques de Donovan Mitchell. Je trouve que c'est très, très encourageant pour les Cavs. Il y a un moment, ça va s'arrêter, ça va un peu rentrer dans le rang, je pense, mais enfin rentrer dans le rang, toute proportion gardée. Ils peuvent très bien faire la course en tête à l'Est, ou en tout cas rester dans les mêmes eaux que Boston, mais il faut reconnaître qu'ils sont vraiment, ils sont vraiment intéressants, et saluer le travail de Kenny Atkinson, parce que quand tu as des résultats nettement supérieurs à ce qui se faisait alors que l'effectif est sensiblement le même, c'est quand même qu'il y a du travail qui a été fait, sans vouloir discréditer ce qu'a fait JB Bickerstaff, malgré les injonctions de Théo. Je plaisante. On est peut-être quand même sur un coach d'un autre standing, et on va rappeler que, sans vouloir trop s'avancer, parce qu'on ne sait pas comment se passera la suite de la saison, mais on va rappeler que les Brooklyn Nets ont viré Kenny Atkinson pour nommer Steve Nash, qui n'a malheureusement rien fait, qui avait très peu de références en tant que coach, alors qu'Atkinson avait fait pas des merveilles, mais des choses vraiment très très bonnes avec les Nets. Et c'est mérité de le voir récupérer un job en NBA déjà, parce que ça fait plusieurs saisons qu'on se disait qu'il allait revenir, en tout cas au poste de head coach, parce qu'il était dans des staffs. Et là, ça se passe très bien pour lui, donc on est content pour lui, et on espère pour les Cavs que ça continue. Yes, non, c'est clair. Mais je pense que c'est une équipe qui peut vraiment viser un très haut bilan sur la saison régulière. Tu l'as dit, marque bien répartie, il y a de la défense. C'est assez intéressant ce qui se passe à Cleveland. On aura de toute façon l'occasion d'en reparler. Peut-être aussi juste sur ce week-end. Victor Wembanyama a fait une belle perf offensive. 24 points avec aussi 16 rebonds et 7 contres d'ailleurs. Donc, c'était pas juste offensive. Alors, il y avait 6 ballons perdus. Belle perf parce qu'en fait, il y avait 6 paniers à 3 points. Mais les Spurs ont perdu ce match contre le Jazz. C'est une défaite qui était honnêtement évitable. Il y a aussi un bon match du rookie Stephen Castle qui a mis 23 points, et Devin Vassell qui revenait de blessure en a mis 21. Ce qui m'a marqué dans ce match, c'est en fait Wembanyama. Il a un shoot très intéressant quand c'est du réception-tir. En fait, c'est un bon finisseur, on le sait, mais tu vois, pour le tir, pour l'adresse extérieure, je trouve que sa mécanique est... Voilà, il y a un truc plus naturel quand il a juste à réceptionner, tirer, comme je disais. Après, évidemment, il ne prend pas tous ses tirs comme ça. Il en prend beaucoup en sortie de dribble, et il en met en sortie de dribble. Mais dès qu'il veut dribbler, c'est quand même plus compliqué. Et notamment, mais c'est normal, il se teste et il y a un truc, mais quand il veut drive, quand il essaye de drive Wembanyama, ce qui est intéressant pour sa taille, un mec qui a de l'aisance en dribble. Mais en fait, très souvent, il perd la balle. C'est un constat... En fait, il ne fait pas de différence en dribble pour l'instant, Wembanyama. Pour l'instant, peut-être que ça viendra, mais voilà. Après, il a fait c'est un bon match de Wembanyama. Il a un impact sur le jeu, qu'on l'a déjà répété plusieurs fois, qui est intéressant. Mais voilà, il y a aussi ce truc, des fois, de toute façon, on est peut-être un peu trop critique avec Wembanyama. On attend beaucoup. C'est particulier. Il va falloir, là, les prochains matchs les prochains matchs des Spurs vont être intéressants, parce que je pense que ça va un peu déterminer ce qu'ils vont pouvoir faire ensuite, parce qu'ils ont plutôt correctement démarré. Tu vois, bon, là, le bilan est négatif, mais 4-6 à l'Ouest, c'est vraiment pas catastrophique. Avec ce bilan-là, t'es quatrième à l'Est, hein. Orlando a un bilan négatif, mais qui est plutôt bien placé à l'Est.
Voilà, on va voir sur l'enchaînement des prochains matchs parce que c'est des défaites quand même très évitables, même si on est d'accord qu'il faut axer sur la progression et pas forcément sur les résultats. Le Jazz est pas forcément en recherche obsessionnelle de résultats cette saison. Donc là, voilà, les prochains matchs, je crois qu'ils ont 3 matchs à domicile. Ils font Sacramento, Washington et les Lakers. Donc pas simple, mais en même temps faisable quand tu es à domicile. Tu peux au moins peut-être prendre 2 des 3 matchs. Et après, ça enchaîne compliqué, Dallas et OKC. Donc voilà, je reste un peu, je reste prudent. On va voir si Pop revient, on va voir si tout le monde est d'attaque, mais et surtout si Victor arrive à trouver de la régularité, parce que les perfs sont un peu irrégulières pour l'instant, notamment en termes d'adresse. Là, c'était super. C'est son record à 3 points, hein, parce que la perfeur que tu évoquais, il n'avait jamais mis 6 paniers à 3 points, je crois, en NBA. Donc voilà, on va observer ce qu'ils vont pouvoir faire sur les prochains matchs là. Yes, allez, pour finir, peut-être Et juste d'ailleurs, juste ouais, petite mention, c'est vrai que j'ai oublié d'en parler, mais il y a le Moop Deep qui est dispo ouais. sur YouTube et qui parle justement du début de saison de Wembanyama. Alors sur un prisme un peu qui vous semblera peut-être un peu négatif au début, puisque le titre, je crois que c'est pourquoi le Victor Wembanyama est-il décevant dans ce début de saison. Mais voilà, plein de choses intéressantes dedans. Allez écouter Ben sur YouTube. Yes, tu as bien raison, ouais. Moop Deep disponible sur Basket Session. Et j'allais dire, on peut peut-être finir juste avec un petit mot sur l'équipe de France de basket féminine qui a écrasé la Lettonie 82-51, je crois. Je me souviens plus du score exact. Ou 81-52. Oui, on est dans ces eaux-là. On va surtout retenir la victoire, deuxième victoire de suite pour les Bleus, avec pas mal de sérénité, des joueuses qui ont intégré le groupe et qui se sont plutôt bien montrées. Toujours Gabby Williams en artilleuse principale et voilà, des performances, des sorties et des victoires logiques finalement contre des adversaires inférieurs. Hein, on va pas. Mais voilà, il y a toujours ce socle défensif qui nous avait beaucoup plu pendant les JO. L'attaque plutôt correcte aussi. Voilà, on va attendre. Voilà. Théo nous rappelle que c'est bien 82-51 le score pendant ce temps-là. Donc nouvelle victoire de l'équipe de France. Voilà, on attend de les voir contre des équipes d'un calibre supérieur. Mais c'est rassurant de surfer un peu sur ce qui s'est fait pendant les JO, quand bien même il y a des joueuses importantes qui sont absentes, notamment sur blessure, les Marine Johannes, Iliana Rupert et compagnie. Yes, bah écoute, on va s'arrêter là-dessus. Alors, exceptionnellement, il n'y aura pas de podcast aujourd'hui. Voilà, c'est jour férié. On fera le podcast demain. Donc, demain, vous pourrez le retrouver le podcast de la Team Basket Session avec Théo. Mais de toute façon, le Moop Deep est sorti. Donc, si ça vous intéresse, Benjamin et Hugo décryptent en direct de San Antonio un peu les difficultés de Victor Wembanyama sur ce début de saison. Ils sont bien placés, hein, vu qu'ils sont sur place pour le coup. Donc, ça peut être intéressant d'aller écouter ça. Je vous invite à aller jeter un œil. Et nous, on se retrouvera aussi demain, du coup, pour un nouveau CQFR. Ciao, ciao! Yes, à demain.